Voilà, alors, venons-en un peu à notre sujet. Comment enseigner la grammaire? Alors, le titre, comment enseigner la grammaire, laisse supposer qu'enseigner la grammaire, finalement, c'est une évidence. Et qu'il est normal, et non discutable, non discuté, d'enseigner la grammaire. Mais si cette question se pose aujourd'hui, c'est que ça ne va pas vraiment de soi. Nos amis suisses ont trouvé une formule qui montre que finalement, à travers le temps, les choses ne sont pas si évidentes. Ça ne va pas vraiment de soi. Alors, qu'est-ce qui permet de dire cela? Deux constats. Un double constat. Le premier constat, c'est un constat qui émane de toutes les langues vivantes représentées à l'inspection générale dans le groupe des langues vivantes. Et nous sommes très nombreux. Toutes les langues enseignées en France sont représentées. C'est même un constat réalisé par l'inspection générale de lettres. Et ce constat est suivant, c'est que nos élèves manifestent un déficit en termes de grammaire. Alors, même si nous avons vécu une évolution positive des performances de nos élèves, là aussi, je vais citer encore l'ADEP, qui vient de publier des résultats d'une évaluation qui s'appelle CEDRE, et qui montre que les élèves germanistes ont nettement progressé depuis 2004 en expression écrite. Donc, ce qui montre que l'expression écrite permet encore plus d'évaluer la grammaire. Donc, ça montre qu'il y a une belle évolution, mais il n'empêche que ce constat de problèmes en grammaire, en ce qui concerne la correction de la langue, ce constat est manifeste. Ce point faible, en ce qui concerne la grammaire, je le constate en tant que présidente du CAPES. Écoutez, j'ai lu des prestations et entendu des prestations orales qui m'ont laissé perplexe et qui laissent penser que les fondements grammaticaux ne sont pas acquis pour un nombre important de candidats. Alors, même si leur bonne volonté n'est absolument pas à remettre en cause, c'est pas du tout ça. Mais on a comme l'impression que, voilà, il y a eu un moment dans notre histoire de la didactique où il y a des manques. Je vous donne un exemple. L'an dernier, à l'oral, dans un oral auquel j'assistais, au CAPES, un candidat a été interrogé sur une forme en Ich würde das und das machen. On lui a demandé de proposer une analyse grammaticale de cette forme, et il a dit que c'était un passif. Voilà. Donc, c'est quand même, ça interroge. Voilà. Alors, même si la grammaire peut être une chanson douce, pour parler avec Éric Orsena, cette chanson, si douce soit-elle, semble ne pas être parvenue à certaines oreilles. Alors, c'est fort dommage, parce que même si on sait maintenant, à la recherche qui nous montre, notamment tous les chercheurs autour du cadre européen commun de référence pour les langues, je parle de Brian North, je parle de Enrica Picardo, tout le monde montre bien que ça ne fonctionne pas comme si on avait d'un côté la grammaire, de l'autre côté le lexique, et qu'il suffisait d'assembler tout en apesanteur pour que la langue soit apprise. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les chercheurs montrent bien que c'est d'abord dans la confrontation avec la langue, donc le locuteur en tant qu'acteur social qui va utiliser la langue d'abord, et que la réflexion va venir après. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est important quand même de le savoir pour la suite de ce que je veux dire. Mais on le voit bien, la réflexion arrive à un moment. Donc à un moment ou à un autre, il faut se confronter avec la grammaire. Parce que la grammaire reste un outil incontournable pour comprendre et se faire comprendre. Alors, si c'est si important, pourquoi en parlons-nous si peu finalement? Pourquoi est-ce un peu un tabou de parler de la question de la grammaire? Et ça, c'est mon deuxième constat. Parler de la grammaire, c'est presque un tabou. Et ça l'a été encore plus, c'est là de moins en moins, mais quand même. Alors là, je voudrais quand même dire que l'institution, et notamment l'inspection, là, il faut reconnaître que nous avons peut-être eu notre rôle, nous avons peut-être joué un rôle dans le fait que la grammaire a été un peu tabou, parce qu'il me semble que nous n'avons peut-être pas été assez explicites par rapport à l'enseignement de la grammaire. Voilà, alors c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment applaudi à deux mains lorsque Sabine Bergman m'a parlé de son idée de faire de cette journée, de choisir comme thème de cette journée la question de la grammaire. Voilà, et c'est aussi une raison pour laquelle l'Inspection générale de langue vivante va très certainement, nous travaillons pour le moment à une note sur l'enseignement de la grammaire, et c'est aussi une raison pour laquelle la Direction générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO à Paris, va publier des documents, là, ces jours-ci, ou c'est peut-être été fait aujourd'hui, sur la grammaire, l'enseignement de la grammaire en général, avec un lexique grammatical. Donc vous voyez, c'est un vrai problème. Alors, maintenant ces constats faits, nous allons nous poser
3 questions. Ma première question, comment sommes-nous arrivés là? Alors, il est important d'être conscient de ce qui nous a précédés. Je vais aller assez rapidement, mais quand même, c'est important de comprendre ce qui nous a précédés dans l'histoire de la didactique pour comprendre ce qui nous a influencés, les représentations que nous avons, parce que si nous n'en sommes pas conscients, nous ne pouvons pas, nous sommes prisonniers de nos représentations. Et si on veut s'en libérer, il faut vraiment en être conscient. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, juste un petit peu, jusqu'en 1902. Alors, 1902, j'aime bien dire, toujours pour plaisanter, je le dis souvent à mes collègues, voilà, je dis, mais vous vous souvenez bien sûr des instructions officielles de 1902. Alors, ces instructions officielles, pourquoi sont-elles importantes? Je vais vous le dire, bien évidemment. C'est que ces instructions officielles ont marqué une rupture épistémologique, c'est-à-dire que c'est à partir de là qu'on a arrêté, en France, d'enseigner les langues vivantes comme on enseignait les langues anciennes. Voilà. C'est en 1902 ces instructions officielles qui ont basculé, qui ont voulu introduire ce qu'on a appelé les méthodes actives, les méthodes directes, où on ne passait plus par la traduction. Jusqu'en 1902, on faisait, pour apprendre une langue vivante, on apprenait grammaire, traduction, grammaire. Alors, c'est une période de 1902 à 1969, je vais arriver bientôt à 1969, on va faire un grand écart, mais dans cette période-là, on avait des instructions officielles qui demandaient aux professeurs d'enseigner la langue sans passer par la traduction et la grammaire, mais en fait, il n'y avait pas les outils encore didactiques, et on ne savait pas vraiment comment faire. Donc, la grammaire, elle restait très très présente, mais avec des essais de passer sans la traduction. De ne pas passer par la traduction. Alors vous avez dû tous vivre ces anecdotes, je vous en cite 2 qui m'ont amusé, donc j'avais envie de vous partager ça avec vous. Un jour j'étais chez le kinésithérapeute et il me dit, oh là là, le professeur d'allemand, Auswendig nach Salzutsu. Bon, alors je dis, bravo, merci, je me coach. Et alors je me dis, mais vous pouvez peut-être me faire une phrase avec voilà. Et donc il m'a dit, écoutez, moi j'ai appris comme ça l'allemand, mais j'en ai rien retenu d'autre. Voilà, délice. Deuxième, encore avec un médecin, un spécialiste aussi, alors qui dit, oh là là, alors lui pas du tout, vous êtes professeur d'allemand, j'aimais l'allemand. Je suis même tombée amoureuse d'une jeune femme allemande quand j'étais adolescente. Je m'en souviens encore, oui, c'est un monsieur qui était près de la retraite. Je m'en souviens encore, mais entre elle et moi, il y avait cette montagne de déclinaisons. Voilà, alors je me dis quand même, la grammaire, en faire quelque chose d'aussi monstrueux qu'il va être empêcher les relations humaines, c'est quand même dommage. Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être que ce tabou de la grammaire est né un peu ici. C'est-à-dire que dès 1902, on a demandé aux professeurs de ne pas enseigner, de ne plus enseigner grammaire-traduction sans vraiment leur donner des outils pour sortir de là. Avec un enseignement de la grammaire hors sol et une espèce de magie. Alors arrive 1969. 1969, les instructions officielles qui ont introduit ce qu'on a appelé les méthodes structuro-globales audiovisuelles. Voilà. Alors, avec ces méthodes audiovisuelles, en fait, et structuro-globales surtout, avec l'influence, il y a toujours des influences derrière l'enseignement des langues et des instructions officielles, l'influence du behaviorisme, on a estimé qu'apprendre une langue, il fallait avoir un réflexe, comme le réflexe de Pavlov. Donc, hop, on vous disait ça, pof, il fallait répondre ça. Et donc là, c'est une méthode que les didacticiens des langues vivantes appellent la méthode du perroquet. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, on apprenait, il fallait apprendre, parfois sans comprendre. Et la devise, c'était, on apprend en répétant et on comprend par intuition, par induction. Alors, souvent, ceux qui me connaissent, et ceux qui me connaissent ici, j'ai des formules comme ça, et une que j'ai souvent, je dis, c'est comme si c'était sainte compréhension, priez pour nous. Voilà, comme si la compréhension était quelque chose qui allait arriver sans que l'intervention humaine fasse quelque chose. Voilà. Donc, méthode du perroquet, jusque en 85. 85 est une date très importante, parce que ce sont les premières instructions officielles qui ont introduit la notion de réflexion sur la langue. Et depuis 85, on retrouve ce terme de réflexion sur la langue. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la répétition, on n'est plus
d'habitude dans de la grammaire traduction, on est toujours dans une approche inductive, hein, c'est-à-dire que, voilà, on ne va pas apprendre de la grammaire hors sol, hein, c'est a priori, on confronte l'élève à la langue, mais à un moment, on passe un temps à réfléchir, à prendre conscience des phénomènes linguistiques. Toujours en contexte, toujours avec un objectif de communication, et au service de l'enrichissement culturel. Bien évidemment, les dernières instructions officielles insistent beaucoup là-dessus. Sans oublier, depuis 2005, hein, puisque, alors je saute un peu dans le temps, hein, depuis 2005, nous avons depuis que les instructions officielles en France sont adossées au cadre européen commun de référence pour les langues, au premier, et ce le seront bientôt au deuxième, puisqu'il y a un deuxième cadre hein, qui vient de paraître en anglais, qui sera bientôt traduit, nous l'annonce pour fin janvier. Donc depuis que les instructions officielles sont adossées au cadre, eh bien, on parle beaucoup de l'approche actionnelle et de la fameuse tâche finale. Alors, permettez-moi de faire un petit arrêt sur l'image, sur la tâche finale. Alors, dans les dernières instructions officielles de 2016, on parle plus de projet que de tâche finale. Alors, je voudrais un peu m'arrêter là-dessus parce que l'introduction du terme tâche finale, du terme de projet, avait pour but de donner du sens à l'apprentissage. C'était ça, c'est-à-dire, je dis aux élèves où nous allons, je rends explicite mes objectifs d'apprentissage pour que l'élève comprenne pourquoi, en un mot et en deux mots, au-dessous, pardon, il va apprendre au cours de l'unité. Tout ça, c'est très bien, sauf que, il y a eu des dérives. Il y a eu des dérives. Alors, pas trop dans notre discipline, hein, pas dans notre langue, pas trop. Et dans d'autres langues, il y en a eu quand même, et je vais vous raconter une anecdote. Alors, nous étions à l'inspection générale à lire, nous venions de recevoir les exemplaires au mois de mai, les exemplaires des nouveaux manuels. On était avec différentes langues, je ne dirais pas lesquelles. Et tout à coup, un de mes collègues, une autre langue que la nôtre, grosse langue, mais je dirais. Voilà. Donc, un collègue d'une de ces grosses langues a manqué ses tromblés. Voilà, alors on me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon, alors, a poussé des cris, enfin voilà. Et il nous décrit une tâche finale qui était proposée dans le manuel qu'il avait sous les yeux. Et la tâche finale était, en gros, tu discutes avec une amie, cette amie veut participer à un concours beauté, et tu lui expliques pourquoi il ne vaudrait mieux pas qu'elle le fasse. Voilà. Alors, je passe sur l'horreur, parce que là, je crois qu'on peut utiliser les termes en termes de pédagogie et en termes humains. Enfin, voilà. Donc, ces dérives avec la tâche finale sont évidemment absolument déplorables. Alors, sans arriver jusqu'à une dérive telle, qui est vraiment caricaturale, je vous cite parce que ça nous a quand même amusé, enfin nous, ça nous a amusé, et on riait quand même jaune par solidarité avec notre collègue, parce que c'est vraiment inadmissible. En plus, on puisse pas faire publier des choses pareilles. C'est comme si, en fait, en se focalisant trop sur la réalisation même de la tâche, pardon, comme si en se focalisant trop sur cette réalisation, on en oubliait le sens, qui justement va donner du sens aux apprentissages et aussi aux apprentissages linguistiques. Car ce sont bien eux qui sont au centre, qui sont au cœur de nos préoccupations. Pour résumer, aujourd'hui, on tient tous les fils d'une main en tant qu'enseignant. On tient la culture et on tient la langue et on tient le projet. On a une formule à l'inspection générale qui a été, que je reprends un peu de la doyenne de l'inspection générale des langues vivantes, Caroline Pascal, et c'est une formule que j'ai un petit peu reformulée, qui est on entre par la culture, maintenant, pour apprendre les langues, on entre par la culture, et on en ressort avec la culture, mais aussi avec la langue. Ou on en ressort avec la langue et la culture. Voilà, alors, donc, deuxième question, comment faire aujourd'hui, hein? Comment faire? Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, nos amis suisses nous proposeront beaucoup d'activités, mais je vais donner quelques lignes de sens. En 3 temps. Premier temps, là, je vais dire des choses évidentes pour les plus chevronnés parmi vous, je vous prie de m'en excuser, mais je pense aussi aux jeunes parmi nous, aux jeunes professeurs débutants, à ceux qui passent les concours, peut-être qu'il y en a parmi vous,
Et ça sont vraiment j'allais dire, des évidences qu'il faut quand même répéter. Premier temps, dans ce comment faire, vraiment penser à la construction de sa séquence avec des objectifs linguistiques clairs et réalistes. Alors, je dis objectif linguistique parce que linguistique ne veut pas dire que grammaire, ça veut dire grammaire, vocabulaire et phonologie. Voilà, alors avec des questions simples à se poser, c'est-à-dire, au bout de ma séance, au bout de ma séquence, qu'est-ce que les élèves devront avoir appris concrètement? Voilà, et ça, il faut que ce soit bien clair. Quels devront être les êtres linguistiques? De quoi vont-ils avoir besoin pour comprendre l'implicite, l'explicite? Et là, on parle de grammaire, de lexique, de reconnaissance. De quoi vont-ils avoir besoin pour s'exprimer en grammaire, en lexique, en phonologie? Et là, on parle des compétences linguistiques de production. Et bien sûr, en Nachbereitung, on doit se demander, au bout du compte, qu'ont-ils vraiment appris? Alors, même si les acquis sont modestes, il faut toujours les faire ressortir en termes culturels, mais il ne faut pas non plus avoir peur de l'exigence. Je vais vous citer un livre là que je viens de lire de Bertrand Perrier qui s'appelle « La parole est un sport de combat ». Et à la page 35 de ce livre, il dit « J'estime que l'exigence est un hommage qu'on rend aux élèves à leur capacité à faire toujours mieux. » Voilà. Donc, je pense que c'est important de garder à l'idée que baisser l'exigence, en baissant l'exigence, on prend le risque de laisser penser à l'élève qui n'est pas capable d'aller plus loin. Et ça, c'est vraiment très toxique pour l'apprentissage. Ça nous envoie un message très négatif. Voilà. Donc, avec exigence et bienveillance, évidemment, en étayant, c'est-à-dire en donnant des méthodes, en différenciant les approches, en réalisant avec des élèves des bilans, des reprises, et bien avec tout cela, on arrive à les faire, bien sûr, progresser. Voilà. Alors, je m'arrête maintenant à un deuxième temps, un deuxième arrêt sur l'image, sur la question de la correction des erreurs. Alors, je tiens à le dire, parce que c'est une de mes marottes, là aussi, j'ai une petite marotte, je vais avoir encore une formule là-dessus, mais si on veut que les élèves progressent, il faut qu'il y ait un moment ou un autre, si on veut les faire progresser en grammaire, il faut un moment ou un autre, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait une réflexion sur la langue. Et il faut s'interroger sur la façon dont on va traiter les erreurs. Alors, l'erreur est humaine, ça il faut vraiment déjà le dire aux élèves, et elle fait partie du processus d'apprentissage. Sans erreur, pas de progrès. Sans conscience, pas de progrès. Alors, erreur et pas faute. Le problème du professeur de langue vivante, c'est qu'en cours, le professeur de langue vivante, et ça je l'ai vécu, j'ai enseigné presque 20 ans, on est toujours tiraillé. On est tiraillé, parce qu'on se dit, aïe, si je corrige maintenant, je prends le risque de leur couper la parole, de les couper dans leur élan et de les rendre muets. Bon, le premier risque. Deuxième risque, c'est que si je ne corrige pas, le risque, c'est que l'erreur va se fossilise. Donc on est toujours tiraillé entre deux écueils que je nomme toujours le risque de fossilisation de l'erreur et le risque de stigmatisation qui pourrait intervenir. Voilà. Donc il faut essayer de naviguer entre ces deux écueils, ce qui n'est guère commode, et voilà, ça fait partie des difficultés de notre métier. On est aussi toujours tiraillé par le choix quelle erreur corriger. Voilà, est-ce qu'il y a des priorités, à quel moment, voilà. Et avec un constat qu'on a toujours tendance à surcorriger les erreurs de grammaire et à sous-corriger les erreurs de phonologie. Et je vous donne deux exemples. J'ai vu, voilà, dans tous les cours, bloquer le cours, couper l'élan dans une phase de découverte. Tout dépend de la phase du cours. Mais si vous êtes dans une phase de découverte, couper le cours pour un midi à moto, bon, ça fait mal à l'oreille, c'est pas agréable, c'est agaçant. Et on comprend. Donc là, peut-être que c'est pas forcément une priorité. Mais ne pas interrompre le cours. Alors attention, n'allez pas dire oui, l'inspectrice générale elle dit qu'il ne faut pas corriger, voilà, quand je pas dit ça, tout dépend. Mais ne pas corriger quand on entend Hambourg ist eine Affenstadt. Là non. Parce que là, l'imagination va vite. Moi j'imagine l'élève qui va se retrouver Herr Scholz, Herr Oberbürgermeister, da haben Sie eine nette Affenstadt. Ça va pas. Ça ne va pas. Donc, cette sous-correction de la phonologie, ça, il faut vraiment y penser. Voilà. Parce que, et je passe, alors j'ai déjà dit des méchancetés sur les hambourgeois, je ne vais pas m'attendre, ils vont s'arrêter, mais
les jeunes Français faire la liaison, et je ne la ferai pas, quand ils disent « ich heiße », voilà, et ça aussi, c'est quand même, pour eux, ils se stigmatisent eux-mêmes. Donc là, il faut vraiment corriger. Voilà. Alors, donc il faut toujours se poser des questions. Quand est-ce que je vais corriger? Est-ce que je corrige tout de suite ou en différé? Je ne vais pas faire la même chose, comme je le disais, si c'est en phase de découverte d'un document où là, l'exigence sera moindre, mais j'aurai un niveau d'exigence supérieur quand je serai dans une phase de bilan. Les élèves sont censés avoir appris. Qui va corriger? Est-ce que je demande à l'élève lui-même? S'il est très émotif, est-ce que ça ne risque pas d'être contre-productif? Est-ce que je demande à un camarade, à la classe? Est-ce que je le fais moi-même? Le professeur peut tout à fait intervenir par une mimique, par la gestuelle, il peut souffler comme au théâtre, il peut s'appuyer sur du visuel, sur des affiches, sur des éléments qui auront été mis au tableau. Voilà. Ensuite, quelle place pour le raisonnement? Pour la réflexion sur la langue, à quel moment? Parce qu'il faut vraiment comprendre, faire comprendre à l'élève d'où vient son erreur. Parce qu'en fonction de l'origine de l'erreur, on n'aura pas le même remède. Est-ce que c'est une erreur parce qu'il a mal compris? Est-ce qu'il a mal recopié dans son cahier? Est-ce qu'il s'est fait une petite sauce? Voilà, personnelle, parce que les élèves, parfois, voilà, ils se font une petite sauce en faisant un mélange entre les langues qu'ils maîtrisent. Voilà. Bon. Est-ce qu'il a mal compris? Est-ce qu'il y a une interférence avec d'autres langues, la langue de scolarisation ou une autre langue, qui est celle peut-être la langue première de l'élève, donc il faut aussi prendre conscience. Est-ce qu'il fait une surgénéralisation? Beaucoup d'élèves font ça. Une surgénéralisation, c'est-à-dire, vous voyez par exemple le T de la troisième personne. Er kommt, donc ça, il y a le T à la fin, et donc vous avez tout le temps Ernst. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle de la surgénéralisation. C'est ce que font les enfants quand ils disent « j'arrive en français. Donc, parce qu'on les entend au début où ils commencent à comprendre de passer simple et mettre du A partout. C'est ce qu'on appelle la surgénéralisation. Voilà. Mais en tout cas, la correction des erreurs est fondamentale et il faut la diversifier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir... Il faut bien être conscient de la façon dont on corrige soi-même, comment on fait, parce que souvent on a une méthode qu'on préfère. Et souvent, on fait toujours la même. Et c'est pas efficace, enfin c'est moins efficace de faire toujours la même chose que varier. Voilà. Dernier temps sur cette partie comment faire, j'enchaîne avec un rappel sur les neurosciences. Sabine en a parlé tout à l'heure, Sabine Lafin en a parlé. Vous savez que Stanislas Dehaene est un des pontes des neurosciences et il a été nommé par le ministre de l'Éducation nationale, président du comité du Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Je vous renvoie à son article qu'on trouve partout sur Internet, son article qui s'appelle « Les quatre piliers de l'apprentissage ». Stanislas Dehaene, c'est écrit D-E-H-A-E-N-E pour ceux qui ne connaissent pas. Donc dans ces quatre piliers, je vous les rappelle rapidement, on a le premier pilier qui est l'attention, le deuxième pilier qui est l'engagement actif. Donc si je vous rappelle ces piliers, c'est pour vous dire qu'en langue vivante, dans notre didactique aujourd'hui, on est quand même très proche de ce que préconisent les neurosciences, donc on a quand même beaucoup de chances d'être efficace. Parce que le deuxième pilier, donc l'engagement actif, c'est ce que nous mettons en place avec nos projets, avec une tâche finale de l'avancée. Le troisième pilier de l'apprentissage, c'est le retour d'information, c'est-à-dire la correction des erreurs, la réflexion sur la langue, la correction, voilà. Donc on y est. Et le quatrième pilier, c'est la consolidation. Donc c'est ce que nous faisons par la répétition et par l'approche que nous appelons l'approche en spirale. Alors on a eu beaucoup de moqueries dans la presse avec l'approche spiralaire. Il n'empêche que j'aime bien cette image et que je la reprends et que je l'assume, parce que cette image de spirale montre qu'en fait on part toujours de quelque chose, que les élèves ont toujours quelque chose à apprendre. Enfin non seulement à apprendre, mais ont déjà des acquis, pardon. Ils vont toujours apprendre, bien sûr. Il faut toujours partir de ce qu'ils savent. Ils savent toujours beaucoup de choses. Ils ont une biographie langagière souvent très riche, qu'il est très bon de le connaître, et qu'on construit petit à petit sur ce qu'ils savent. Voilà, alors en conclusion, on l'aura compris, le travail sur la langue ne doit être ni un totem, ni un tabou. Cela n'aurait pas de sens de revenir à des temps anciens où on apprenait la grammaire de manière déconnectée de tout contexte. C'était le totem, la sacralisation de la grammaire. Ces temps-là sont révolus. Pour autant, il ne faut pas que la grammaire, l'enseignement de la grammaire, soit interdit. Le travail sur la langue en général, le
travail sur le lexique, la phonologie et la grammaire ne doivent pas être un tabou. Ce travail sur la langue, il reste, il demeure incontournable. Et il passe par une multitude d'activités que nos amis vont bientôt nous faire découvrir. Et il passe par une pratique de la langue, par des mises en situation qui donnent du sens, des répétitions, mais aussi, bien sûr, par une prise de conscience du fonctionnement de la langue. Et comprendre comment une langue fonctionne, comment la langue de l'autre qu'on fonctionne, ben c'est une aventure passionnante. Sinon, nous ne serions pas si nombreux à venir consacrer une journée à justement ces langues. On y découvre des surprises dans cette découverte de la langue de l'autre. On y découvre des mots très longs en allemand. On y découvre aussi une autre manière d'appréhender le monde, parce que attendre la fin de la phrase pour comprendre vraiment ce dont il s'agit en allemand, c'est une autre façon d'appréhender la communication, d'appréhender le monde, et ça donne de la patience, ça apprend à écouter l'autre un peu mieux et à moins couper la parole. Et puis s'interroger sur l'autre, sur sa manière de s'exprimer, c'est aussi le découvrir, s'en approcher, et c'est aussi une occasion de l'apprécier. Alors n'est-ce pas pour nous un merveilleux enjeu, pour nous tous qui sommes des amoureux des mots, des amoureux des langues et des cultures qu'ils véhiculent, n'est-ce pas un merveilleux enjeu que de tout mettre en œuvre pour que nos élèves fassent ce chemin qui les conduise vers l'autre, vers les pays de langue allemande et ceux qui y habitent, et de leur montrer que ce chemin passe aussi par l'étude de la langue elle-même. Alors, pour terminer, je ne résiste pas au plaisir, parce que il faut aussi que ce mot n'a pas été prononcé, je ne l'ai pas prononcé, mais il faut aussi que l'apprentissage soit un plaisir, toujours. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire une citation en allemand. Alors, c'est pas un gedicht, mais c'est un petit extrait de Peter Bichsel. Décidément, la Suisse est à l'honneur. Voilà. Et un extrait de ses Schulmeistereien, un auteur que j'aime beaucoup. Alors, je vous le lis. Erfahrungen beim Fremdsprachenlernen. Doppelpunkt. Ein langer, dunkler Tunnel mit dem Licht der eigenen Sprache noch im Rücken, das Hirn übersättigt mit Vokabeln, wie der Magen der Schlaraffenländer mit Pflaumenmus. Zwischendurch das nicht nur unangenehme Gefühl des leicht Verrücktwerdens. Verrückt, so wie man einen Stuhl verrückt. Das heißt, in eine andere Welt geschoben werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und frohes Schaffen.